Bonjour Julien et merci d'être avec nous ce matin, je suis ravi de t'accueillir. Eh bien, bonjour Thomas, moi aussi je suis ravi de participer à cette émission. Donc toi tu es conducteur de train à la SNCF et tu es syndicaliste à la CGT Cheminot. Aujourd'hui on a une grande journée de mobilisation interprofessionnelle. Avec quel mot d'ordre et pourquoi? Parce qu'on nous a dit que c'était un peu la journée traditionnelle de rentrée et que chaque année c'était un peu la même musique, quoi. Ah, pire que ça, si tu peux me le permettre, j'irai même plus loin parce que Bruno Le Maire, Djebari, M. Castex, un peu tout le même, un peu tout le monde du même niveau, avait préparé un discours de rentrée et ça c'est un discours qui est assez puant, excusez-moi pour le terme, mais qu'est-ce qu'ils disent? Qu'il faudrait avoir un esprit de nation, un esprit patriote finalement, et se dire là, en temps de crise, pas de grève, on met de côté les revendications, on met les soucis de côté. Pourtant, le gouvernement, lui, il avance. Le gouvernement, s'il peut essayer d'écraser le code du travail, le droit du travail, les salariés, les femmes et les hommes qui sont derrière, lui, il ne se gêne pas. Donc aujourd'hui, 17 septembre, ce n'est pas nouveau. On l'avait dit depuis un moment qu'on appellerait à ce mouvement. Pourquoi? Parce que le 14 juillet, le gouvernement avait été clair, M. Castex en tête, il n'abandonne pas la réforme de l'assurance chômage. C'est 900 000 personnes qu'on va jeter sans droit à la fin de l'année. C'est des milliers et des milliers et des milliers de précaires. Et il ne renonce pas, et ça c'est très important, à sa réforme des retraites. Une mauvaise réforme, on l'a dit depuis le 5 décembre 2019, une très mauvaise réforme avec un système par points. Et heureusement qu'on l'a combattu et qu'elle n'avait pas été mise en place. Où est-ce qu'on en serait actuellement après cette crise du confinement? Ça, c'est pour l'action interprofessionnelle. Comme tu l'as dit, moi je suis cheminot, je suis conducteur de train, je suis salarié de la SNCF et on a des revendications propres comme toutes les entreprises finalement, parce qu'aujourd'hui c'est une action interprofessionnelle, c'est une action qui vraiment touche toutes les entreprises. Et nous, à la SNCF, on a toute l'attitude et toute légitimité à être aujourd'hui dans ce mouvement avec des revendications sur l'emploi, sur la sécurité, sur la dérive de la sécurité, sur le personnel à statut ou pas, sur la branche de l'assurance maladie interne à la SNCF, sur l'emploi, parce qu'on voit par exemple sur le fret, et on y reviendra tout à l'heure, je pense que tu vas me poser des questions, mais sur le fret, on a un double discours autoroute ferroviaire, relance du fret, et à côté, en fait, on a un plan de baisse de l'emploi, de suppression d'emploi, et ça, c'est pas acceptable. Donc aujourd'hui, moi, je suis fier et je n'ai pas honte d'être dans la rue. Justement, il y a eu une phrase du ministre des Transports qui dit je comprends pas trop cette grève, et en particulier de la part des cheminots, puisqu'il dit on a quand même 4,5 milliards d'euros dans le plan de relance, on a repris la dette à 35 milliards. Qu'est-ce que tu lui réponds au ministre des Transports quand il dit ça? Alors, d'abord, la dette, à qui elle appartient, cette dette? C'est facile de dire on a repris la dette. Non, la SNCF, jusqu'au 1er janvier 2019, c'était quoi? C'était un EPIC, c'était une entreprise publique. Et cette entreprise publique, elle permet le maillage du territoire, que ce soit pour les TER, services voyageurs, que ce soit pour les marchandises. Et on a vu ô combien la SNCF avait participé à la situation du confinement en transportant ces marchandises de première nécessité, que ce soit des céréales, que ce soit du produit de première nécessité, que ce soit du métal, de l'acier. Voilà. On était indispensable. Alors, on ne peut pas d'un côté nous dire on a besoin de vous, surtout tenez bon, et d'un côté dire ah, il y a une vilaine dette parce qu'il y a des investissements qui ont été faits majeurs, et par exemple, particulièrement sur le gouvernement 2002-2007, par exemple, ou 2007-2012, pour ne pas les citer, ces gouvernements-là avaient décidé des investissements massifs sur les LGV, les lignes à grande vitesse, et on a une entreprise qui est scindée par activité, ce qui fait que la dette est montée, 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 et pourtant on faisait du bénéfice, ce qu'on pourrait appeler le dividende, et c'est un vilain mot, j'aime pas beaucoup ce mot-là, mais l'entreprise faisait de gros dividendes chaque année, et l'État demandait récupérer l'ensemble de ces centaines de millions de dividendes. On arrive à 35 milliards de dettes, mais cette dette, c'est le fonctionnement de l'entreprise pour le maillage du territoire. Voilà pour ce premier sujet de la dette. Il y a un sujet, tout à l'heure tu as évoqué la sécurité, il y a eu un incident qui s'est passé sur un train voyageur il y a quelques semaines dans ton territoire où on a vu des voyageurs coincés plus de 20, de 15 ou 16 heures dans un train qui ont passé la nuit dans des conditions absolument scandaleuses. Et moi, j'ai eu la réponse d'Alain Rousset qui, lui, dit qu'il faut la création d'une deuxième voie ferroviaire. Est-ce que c'est une solution ou est-ce que là, on est encore à côté de la plaque sur le sujet?
Alors, c'est intéressant ce que tu me dis et que les auditeurs le sachent. Nous, on a réagi rapidement derrière l'intervention de M. Rousset. M. Rousset, c'est le président du Conseil régional Nouvelle-Aquitaine. Pour que tout le monde comprenne, depuis la loi SRU de 2002, qu'est-ce que fait le Conseil régional de toute la France, hein, maillé un peu partout en découpage. Les conseils régionaux, ce sont les AOT ou les AOM maintenant. AOT, c'est les autorités organisatrices des transports. Donc, pour revenir à la Nouvelle-Aquitaine, Monsieur Rousset, c'est entre guillemets mon chef quelque part, et moi je suis le prestataire de service pour assurer le service d'usager de la conduite des trains. Donc Monsieur Rousset, il y a eu cet incident et on pourra y revenir sur le sujet. Il s'est vautré dessus tel un rapace, là, tel un vautour là-dessus, alors que la situation n'était pas encore maîtrisée, la situation n'était pas encore analysée. Il aurait dû avoir la décence en tant que président d'attendre un petit peu et de comprendre ce qui s'était passé. Et il aurait vu en plus que sa communication était hâtive et qu'il s'était trompé, parce qu'on a déjà les résultats des enquêtes. La LGV, lui, propose une seconde voie, mais ce n'est pas du tout ce que disent les rapports d'enquête, ce n'est pas du tout ce que disent les rapporteurs. Les rapporteurs, ils ont étudié la ligne classique entre Bordeaux, Dax et le Pays Basque, Bayonne jusqu'à Hendaye, et ils disent qu'elle n'est absolument pas saturée, elle n'est même pas utilisée à 40% de ses capacités de jour, et elle n'est absolument pas utilisée la nuit. On avait à l'époque des trains de nuit, on avait des trains espagnols, des trains portugais, du train de marchandises. On n'a plus du tout tout cela, la ligne n'est pas saturée, la LGV, elle n'est absolument pas nécessaire. Juste si tu me le permets, c'est un sujet qui me tient à cœur. La CGT des cheminots, on s'est exprimé sur la LGV, on est contre, d'autant plus que ce que propose M. Rousset et ses amis, c'est quoi? C'est un PPP. Un PPP, c'est un partenariat public-privé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'État finance à 70%, comme entre Tours et Bordeaux, la construction et offre un bail amphithéotique de 50 ans, une concession de 50 ans à un exploitant privé, en l'occurrence c'était l'ISEA, un consortium avec AXA, Eiffage, Vinci et la Banque de France. Et donc, ce système-là fait que pendant 45 ans, 50 ans, vous payez à un consortium privé. C'est juste une escroquerie d'État. Donc, cette LGV, c'est non. L'utilisation, l'entretien, la sécurisation de la ligne pour les usagers, ça c'est oui. Les trains du quotidien, ça c'est oui. Et les 9 milliards qu'ils voudraient mettre sur cette LGV, mettons-les plutôt sur les trains du quotidien, sur le cadencement, sur la qualité de la desserte, sur l'humanisation des gares et des trains. Je vais me faire un peu l'avocat du diable, mais les cheminots ils devraient être contents puisqu'on annonce 4,5 milliards et on reparle notamment du fret qui était quand même un sujet qui était mis sur la table depuis des années par la CGT et par les cheminots, qui était absolument pas traité. Là, on nous annonce des autoroutes ferroviaires, on dit que ça va repartir. Comment vous le percevez ces annonces-là? Est-ce que les autoroutes ferroviaires, est-ce que les gens ne comprennent pas vraiment ce que c'est? Est-ce que c'est une réponse qui est adaptée aujourd'hui aux besoins du transport de marchandises? Donc là, tu me poses trois questions. Tu me poses la question, disons, du sujet des 4,7 milliards. Tu me poses la question par rapport aux cheminots et la question par rapport à l'autoroute ferroviaire. Alors, première question, est-ce que les cheminots, ils sont satisfaits? Ça dépend. Si le cheminot, il reste isolé, s'il n'est pas dans un collectif et qu'il prend l'information comme ça sur un média mainstream, il se dit 4,7 milliards quand même, ce gouvernement, il met la main au portefeuille et il va m'aider. Sauf que nous, derrière, on est organisé et on essaye de décortiquer et d'analyser l'information. Et là, j'enverrai un petit message. C'est l'utilité aussi d'avoir un outil syndical et d'avoir un syndicat qui te permet d'avoir des clés de compréhension et d'essayer d'analyser les informations qu'on veut bien te donner comme ça de façon brute. Donc oui, syndiquez-vous et la CGT, pour ça, est un outil formidable. Donc, les cheminots, qu'est-ce qu'on a fait? On a analysé les 4,7 milliards. Les 4,7 milliards, on s'aperçoit en fait que c'est un cadeau fiscal qui a été demandé par les grandes entreprises. D'ailleurs, c'est le patron du MEDEF qui le dit. Oh, ce plan de relance, il correspond finalement, grosso modo, à ce que l'on avait demandé. Donc, on ne parle pas de plan de relance, mais plutôt un plan de soutien, un plan d'accompagnement dans la période, parce qu'il y a eu une crise Covid que nous ne négligeons pas et que nous ne renions pas. Par contre, c'est comment était l'état de la SNCF sur 2019, sur le démarrage 2020. Donc, ces 4,7 milliards, ils ne changent rien du tout. D'ailleurs, si on veut rentrer un peu à l'intérieur de ces 4,7 milliards, on voit que c'est aussi pour accompagner 17 entreprises ferroviaires privées, parce que l'entreprise
n'est pas seul sur le marché. Il y a eu cette sacro-sainte ouverture à la concurrence, le marché libre et non faussé. Et on voit d'ailleurs que ça a été une escroquerie et un échec vraiment fulgurant depuis 2006. Donc, ils sont là aussi, ce gouvernement, avec ces milliards, pour accompagner ces entreprises, pour pas qu'il y ait un crash avec ces entreprises-là. Donc non, ce n'est pas satisfaisant, non, ça n'est pas un plan de relance, et non, pour nous, ce n'est pas ça qu'il faut si on veut parler d'urgence écologique et de justice sociale, de maillage de territoire, vraiment des trains du quotidien, par exemple. Vis-à-vis des trains de marchandises, je reviens donc sur ta première question, autoroute ferroviaire. Autoroute ferroviaire, ça parle, ça dit quelque chose aux usagers. On imagine des grands murs de camions que l'on mettrait sur les trains. Sauf que ça, c'est de la com, de la com, de la com. En fait, c'est pas ça du tout. Depuis le mois de juillet, on a fait un grand tour du Pays Basque. On est allé voir les sénateurs, on est allé voir les députés, on est allé voir les maires. Vraiment, on a pris notre bâton de pèlerin CGT et on est allé rencontrer tout le monde. Les sénateurs, les députés, les maires, tous étaient perdus avec ce plan de relance. On est allé chercher les informations. Qu'est-ce qu'on s'aperçoit? En fait, on possiblement relance 3 lignes de fret de marchandises. On parle d'une ligne qui n'existe pas entre Bayonne et Cherbourg. Ça serait donc un marché de niche. Et en fait, on parle bien normalement d'urgence écologique, de je prends des conteneurs, je prends des camions, je les mets sur le train. C'est pas ça du tout, c'est un marché qui n'existe pas. Donc on vient créer quelque chose, on vient créer une offre supplémentaire avec un coût de 67 millions. C'est pas rien quand même. L'autoroute ferroviaire Calais 7, c'est quelque chose qui n'a pas d'études et qui ne va pas forcément, à notre sens, amener un vrai plus, un peu sur la même idée que le Bayonne-Cherbourg. Et la troisième, c'est juste le renoncement de 2017, 2018, 2019 du Perpignan-Rungis, la bataille avec tout le collectif et tous les partenaires qui ont vraiment lutté pour le Perpignan-Rungis. C'est ce train frigorifique qui transporte des marchandises voilà, fraîche entre Perpignan, tout le bassin de la Catalogne, du sud-France vers l'Île-de-France. Et en fait, le gouvernement propose une relance de ce train qu'il a lui-même sabordé. C'est juste une blague, quoi. Donc actuellement, ces 3 autoroutes ferroviaires qui sont mises sur la table, ça n'est pas satisfaisant parce qu'en même temps, on est en train de fermer des lignes de marchandises dans le nord de la France, dans l'Est, dans le centre, et on est en train de supprimer de l'emploi cheminot, surtout au fret. Donc en fait, c'est de la com, de la com, de la com. On va finir là-dessus. Est-ce que la bonne nouvelle, c'est quand même la réouverture de 2 lignes de train de nuit, notamment celui qu'on a historiquement appelé à Palombe Bleue, sur lequel vous êtes beaucoup battu et que le gouvernement dit qu'il va remettre sur les rails. Est-ce que là, on peut le croire ou est-ce que c'est encore une fois un effet de communication et vous n'avez pas aujourd'hui d'éléments qui vous permettent de dire qu'il va repartir? Alors, 2 sujets. Si on reste sur le ferroviaire, les trains de nuit, il y a une volonté et peut-être on sent une envie de relancer les trains de nuit. Bon, moi, j'ai regardé les 296 pages du plan de relance issu de la conférence de presse de M. Castex et M. Djebari le 3 septembre. 296 pages, 2 lignes pour les trains de nuit. Même pas une page, 2 lignes. 2 lignes pour les trains de nuit où on dit un projet Paris-Nice et une autre ligne pourrait être lancée sans la nommer. Donc là aussi, bâton de pèlerin à la CGT, on est allé faire le job, on est allé voir. Le train de nuit La Palombe Bleue, c'est un train historique qui desservait la gare frontière d'Andaille et qui montait sur Paris-Austerlitz. Bon, mais force est de constater qu'encore une fois, il y a eu du mensonge du ministère d'État au transport, il y a eu du mensonge de la solidarité et de la transition écologique et du gouvernement. Non, la Palombe Bleue, telle que tout le monde la connaît de façon historique, elle ne roule pas pour l'instant et nous, on va aller la chercher. On va aller la chercher avec les dents s'il le faut parce qu'on a des convictions et on sait que ce train de nuit historique, il est ultra nécessaire sur le territoire. D'ailleurs, une anecdote, tout à l'heure on parlait de LGV, ce train a été supprimé le 1er juillet 2017 avec l'argument fallacieux de l'arrivée de la LGV à Bordeaux, alors que ce train irriguait le territoire du Haut-Comminges, du Béarn, de la Bigorre et du Pays Basque Sudland. Voilà, encore une fois, des faux arguments, des mauvaises idées. La Palombe Bleue, elle est importante pour le territoire. On va se battre. Je donnerai rendez-vous aux usagers le mardi 6 octobre. On organise un grand rassemblement. On va faire un joli train. On va faire quelque chose de sympa sur le pôle d'échange multimodal. C'est la gare de Bayonne et où on va afficher nos soutiens. Tous les gens qui ont signé la pétition, 152 000 pétitions signées, rien qu'avec le collectif Oui au train de nuit avec qui on a travaillé, on va afficher aussi le soutien des maires, des élus et aussi les gens qui n'ont pas soutenu parce que, eh bien oui, en 2020, il y a des gens qui ne soutiennent pas la relance ferroviaire, alors que la relance du ferroviaire, c'est la véritable réponse aux enjeux écologiques. Mais, merci Julien pour nous avoir expliqué tout ça et accordé ce moment et bonne journée de mobilisation.
Et oui, on sera dans la rue. On sera dans la rue avec le masque. Aujourd'hui, on respecte les gestes barrières, la distanciation physique. On sera dans la rue, on manifestera, on chantera et on revendiquera. Et c'est ça aussi la bonne nouvelle, c'est que le 17 septembre, on est debout et on ne se laissera pas faire. Et il y a un champ des possibles tous ensemble. Et au revoir à toutes et à tous.